j'ai le grand plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Lydia Flem, qui est belge, qui est à la fois psychanalyste, auteur, photographe, membre de l'Académie royale de Belgique et qui est auteur d'essais et, on verra, d'autofiction, en tout cas de textes en partie liés à l'autobiographie. Et l'ouvrage La Reine Alice a reçu le prix Simon de Léthy, qui est le prix Rossel des jeunes. C'est une œuvre qui est traduite dans de nombreuses langues et qui remporte un succès général. Alors Lydia Flem, vous avez fait des études de sciences politiques, de sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez fait une licence de psychologie à Nice. Et en 1974-75, vous avez été l'assistante de Ménie Grégoire à RTL pour l'émission La responsabilité sexuelle. Et bon, c'est un moment qui est intéressant puisque on est en plein dans la lutte des femmes. Et qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce moment-là? C'était un moment clé pour moi pour de nombreuses raisons. J'avais donc commencé la faculté, l'université par les sciences politiques parce que j'avais été mal aiguillée. On m'avait dit « Ah, tu veux écrire, alors va en Sciences Po », mais je ne voulais pas du tout faire de la politique. Donc j'ai bifurqué vers les sciences sociales et à ce moment-là, c'était en effet, il y avait une radio que tout le monde écoutait. C'était la première où il y avait une participation du public et c'était l'époque, voilà, Simone Veil se battait pour le droit à l'avortement. C'était l'époque où la pilule était offerte aux femmes et donc on pouvait croire à la révolution sexuelle. Et Ménie Grégoire avait une première émission qui a eu un succès phénoménal et elle a commencé un dialogue avec les auditeurs et les auditrices autour de la sexualité. Elle recevait une dizaine de sacs postaux par jour. Et j'avais donc commencé à faire un mémoire sur cette émission-là. Je suis arrivée le jour où son assistante lui annonçait qu'elle allait prendre un congé maternité. Alors elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Lydia, vous connaissez bien l'émission, est-ce que vous ne voulez pas la remplacer ?» Et donc à 22 ans, je me suis retrouvée bombardée voilà, dans cette position extravagante quand j'y pense aujourd'hui, parce que je lisais du courrier et je choisissais la personne qui allait entrer en dialogue avec elle et dont elle ne savait rien avant de se retrouver dans le studio avec le micro. Ce n'était pas une émission en direct, il y avait un personnage qui était proche du directeur d'RTL à Paris qui venait quand même vérifier si c'était moralement acceptable. Mais ce qui est fou, parce que j'ai des archives de ces émissions, c'est qu'avec une espèce de candeur hallucinante, je lui ai fait par exemple faire un dialogue avec un homme qui s'est annoncé comme homosexuel, vivant avec un autre homme et désirant adopter des enfants. Donc vous imaginez, c'était il y a longtemps et c'est passé à l'antenne sans souci. Aujourd'hui, on a vu que l'accueil était plus frais. Mais ce qui est formidable, toutes ces lettres, il y en a des milliers, je n'ai plus le chiffre en tête. Les gens de tous les coins de France se sont ont raconté leur sexualité et il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur ce matériau qui se trouve dans les archives à Tours. Donc s'il y a des chercheurs que ça intéresse, il y a vraiment un fabuleux travail à faire. Alors, quand je me suis trouvée là, ce monsieur qui venait au-dessus de mon épaule vérifier que j'étais quand même pas trop libertine, ce que je n'étais pas, parce que j'étais quand même quelqu'un de très pudique. Au moment de partir, il m'a offert un livre qui venait de sortir, et c'était Les mots pour le dire de Marie Cardinal, qui raconte sa psychanalyse avec Michel de Musan. Ce livre a été un choc pour moi, j'avais commencé une analyse, et je me suis dit, un jour, peut-être, j'écrirai aussi quelque chose comme ça. Donc, ça a été une aventure humaine formidable et ça a été le désir
d'écrire dans cette voie-là, et aussi le désir de devenir analyste. Parce qu'il faut imaginer qu'il y avait pendant 1 heure des jeunes gens, souvent des étudiants, qui prenaient les coups de téléphone des auditeurs, des auditrices, qui racontaient beaucoup de souffrances psychiques. Et moi, ça me faisait vraiment mal. Je me disais, mais on ne peut pas juste les écouter pour leur donner l'illusion qu'ils vont pouvoir parler à la grande dame. Il faut faire autre chose. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un réseau de planning familiaux un peu partout en France qui pouvaient recueillir ces personnes en difficulté, les écouter, etc. Et donc, ça m'a donné envie d'écouter vraiment. Et d'être psychanalyste, ce que vous avez été à partir de 1977, je crois. Oui. Et alors au début, vous étiez psychanalyste d'enfants. J'ai commencé dans un centre où Françoise Dolto venait apporter la bonne parole sur les thérapies d'enfants. C'était très passionnant. On travaillait avec des dessins, avec les enfants, on travaillait beaucoup avec des dessins ou avec des petits objets pour raconter des histoires. C'était formidable, mais bon, c'est une discipline très singulière, l'analyse d'enfants, et j'avais aussi envie de recevoir des adultes. Et puis quand on a soi-même plus tard des enfants, comme on voit les enfants aux heures où ils sortent de l'école, voilà, il fallait choisir. Et vous avez écrit donc La vie quotidienne de Freud et de ses patients en 1986. Et pourquoi cet ouvrage ? Alors, mon éditeur et compagnon est ici dans la salle. Je le remercie de m'accompagner à Toulon. Maurice Hollander se trouvait chez Hachette à ce moment-là où il commençait lui-même à faire une collection, les textes du XXe siècle, qui allait devenir ensuite au Seuil la librairie du XXIe siècle aujourd'hui. Il est revenu un jour, je m'en souviens encore, en me disant « Tiens, on m'a parlé, ils ont envie de renouveler un peu, ça faisait 50 ans que la collection La vie quotidienne de, vous savez, les Romains, etc., existe, et ils avaient envie de changer. » Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu dirais d'écrire un livre qui s'appellerait La vie quotidienne de Freud à Vienne ?» ou, enfin, le titre n'était pas encore tout à fait clair. Et j'ai tout de suite dit « Ah, ça oui !» Et je me souviens, je me suis assise et j'ai écrit une première phrase, qui n'était évidemment pas la première phrase, mais je trouvais ça fabuleux, parce que c'était... Bon, d'abord, Freud, c'est le maître du quotidien. Il nous parle de notre quotidien, c'est-à-dire de nos rêves la nuit, de nos actes manqués le jour. C'est un chercheur, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de peine à se faire reconnaître à l'université, parce qu'il n'avait pas des sujets très nobles, et la vie quotidienne, évidemment, ne l'était pas. Et puis, on se moquait de lui. On disait, mais ce sont des contes de fées scientifiques, ce qu'il nous raconte. Bon, aujourd'hui, on connaît, même si la psychanalyse est très, en difficulté quand même aujourd'hui, très débattue, et elle reste, je crois, un lieu de liberté. C'est peut-être pour ça qu'elle fait peur, mais qui concerne chacun de nous et qui a certainement une grande influence. Et donc, ça a été très, très, très amusant à faire, ce livre. Et quand vous avez publié en 2002 La Voix des amants, là, on est peut-être à la croisée des chemins psychanalytiques et personnels. Vous avez, à travers des portraits de personnages d'opéra, vous dites que vous avez voulu approcher l'amour sonore. Et je cite, vous dites que pour décrire l'inconscient, on utilise volontiers une métaphore théâtrale, l'autre scène. Et vous dites les fables, les liens archaïques qui nous lient au monde sont, les fables sont les liens archaïques qui nous lient au monde des sons. Et toute cette patrie acoustique, vous allez nous la dévoiler. Et ce qui est assez intéressant dans ce texte, c'est que dans ce texte, La Voix des amants, je personnage, finalement, je personnage commence à être vous. C'est déjà, on a l'impression, enfin, à la lecture, que le biographique va s'insérer, puisqu'il y a une véritable identification à un moment
à Leporello, par exemple. Et là, le passage est très très beau parce qu'il est absolument inattendu, puisque vous dites « Je transgressais le partage des sexes, la ligne qui sépare les voix, l'aigu du grave, le soprano de la basse, et cette transgression était une joie. Une jeune mère, son bébé-fille dans les bras, se prenant pour le plus libertin des séducteurs. N'était-ce pas indigne, insolent, inavouable ?» Et c'est un texte qui est intéressant parce que finalement on a l'impression que c'est le départ aussi de tout un répertoire familial lié au son. Alors quand même, je pense que même les essais sur Freud et Casanova, il y a un jeu évidemment. Moi je crois qu'on ne peut pas écrire sans y mettre de soi, mais c'est plus caché bien sûr. Alors vous avez raison, dans La Voix des amants, je raconte ce moment assez extravagant où j'ai mon bébé-fille dans les bras et je chante faux et très mal, donc ça reste tout à fait privé. J'essaye d'endormir ma fille, enfin c'est étrange en même temps avec de la musique, mais voilà, elle est dans mes bras et je fais les 100 pas chez moi avec l'air de Leporello à tout casser et je me prends pour Don Giovanni. Bon, d'abord j'ai envie de dire que les filles, par nécessité, s'identifient très 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 souvent à des héros masculins. Je pense que c'est beaucoup plus vrai que dans l'autre sens. Mais je serais heureuse d'entendre que ça existe aussi dans l'autre sens. Mais voilà, quand on lit des livres ou quand on voit des films, il y a énormément de héros masculins et les petites filles, elles ont l'habitude de se prendre pour, je ne sais pas, Tintin ou Superman ou Taras Bulba ou peu importe. Et donc, oui, quand je vois sur la scène, en fait, moi, je m'identifie à qui... Enfin, souvent, on s'identifie à tous les personnages. C'est ça qui est riche et intéressant, bien sûr. C'est ça qui fait qu'on peut explorer toute la diversité de la vie humaine. Mais le héros, il est sur le devant de la scène. Et Don Giovanni et Leporello, qui sont un peu des doubles l'un de l'autre, sont formidables. Et Leporello, il tient quand même, c'est lui qui tient la liste des conquêtes. Donc c'est l'écrivain aussi de Don Giovanni. Et oui, quand on aime la musique, ce qui est mon cas, et la voix, je pense que le bonheur, c'est de s'identifier, de s'imaginer, parce que c'est peut-être un fantasme, peut-être de toute puissance, mais qu'on a sûrement tous, bien caché ou plus ou moins caché, qui est d'être des deux sexes. Enfin, pourquoi devoir choisir ? Et donc voilà, c'est un moment de grand bonheur que je raconte, où là, il y a un premier jeu qui ensuite va se développer dans les livres suivants. Mais c'est vrai que celui-là, il appartient pour moi pleinement à cette veine où je dépose des choses de moi dans le narrateur ou la narratrice. Alors la patrie sonore, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que chacun de nous a été dans le ventre de sa mère, et le bébé, à partir d'un certain moment, enfin le fœtus et l'embryon, entend des sons et ne voit pas, mais entend. Donc c'est notre premier, ce que j'ai appelé miroir sonore, un petit peu pour titiller aussi le stade du miroir de Lacan, parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus primitif, qui est le son. Il y a cette belle phrase dans un livre de Christian David qui dit... non, en fait, je crois qu'il cite Freud. C'est le petit Hans qui dit, dans le noir, si quelqu'un parle, il fait moins sombre. C'est-à-dire que dans le noir, si on entend une voix, on est rassuré. Et donc cette patrie sonore archaïque, elle vient avant le langage, ou avec le langage, mais parallèlement au langage. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir parler, on entend la langue dans la bouche de nos proches, on entend des sons dont on ne connaît pas encore la signification, mais par les modulations de la voix, on peut entendre la douceur, la colère, la sécurité ou l'insécurité. Et donc, à l'opéra, c'est assez fascinant parce qu'on a les deux. On a le livret qui donne le sens,
mais on a la musique, et notamment chez Mozart, il contredit parfois le sens du livret. Donc, Don Giovanni et Don Juan, c'est quand même un personnage assez, voilà, on peut considérer comme un méchant homme, mais il met une musique très douce, il en fait quelque chose d'aimable. Donc, à l'opéra, on voit qu'on peut en même temps dire une chose et son contraire. Et ça, c'est fabuleux parce que dans l'inconscient, nous sommes habités par des sentiments et leurs contraires. Donc, c'est encore une fois la richesse des êtres humains. Et dans cet ouvrage aussi, il y a ce couple mère-fille, la reine de la nuit, qui est la voix de la tyrannie maternelle, et Pamina, donc la fille, dans la flûte enchantée de Mozart. Et c'est un texte qui est très beau et qui est assez emblématique aussi, que vous allez développer à plusieurs reprises dans plusieurs ouvrages. Là aussi, c'est à l'archaïque qu'on touche avec cette référence-là. Et alors la troisième référence, c'est le château de Barbe-Bleue de Béla Bartók. Et c'est intéressant parce que là, Barbe-Bleue n'est plus du tout l'époux sanguinaire du comte de Perrault. Et ma question, c'est est-ce que Judith, finalement, est coupable ? Est-ce que cette femme, finalement, est-ce qu'elle est coupable parce qu'elle veut percer les secrets ? Alors, pour resituer la chose, Béla Bartók demande le livret à un homme qui est proche du psychanalyste Ferenczi en Hongrie. Donc, il y a tout de suite là donc, l'influence de la psychanalyse dans ce livret. Et il transforme le conte. Il n'y a plus que deux personnages, un homme et une femme, qui entrent dans le château de Barbe-Bleue. La femme est appelée Judith et elle veut que son homme lui ouvre les portes, il y en a 7 bien sûr, lui ouvre les portes les unes après les autres de ses secrets, de sa vie antérieure, peut-être de sa vie intérieure. Et à chaque fois, Barbe-Bleue dit « Non, attention, ne me demande pas ça ». Et elle insiste. Alors, est-ce qu'elle est coupable ? C'est une belle question. J'ai de la tendresse aussi pour Judith. Je crois que les femmes aiment bien inviter les hommes à une certaine intimité, à un dévoilement des sentiments, des émotions. Dans l'éducation, c'est assez naturel pour les femmes. Et dans l'éducation, on empêche souvent les hommes d'être proches de leurs émotions ou de l'expression de leurs émotions. Et donc, le personnage de Judith demande à Barbe-Bleue de dévoiler ses secrets. Je ne pense pas que dans la réalité, ce soit une bonne idée. Non, je crois que l'amour a besoin de mystère et que la transparence est une très mauvaise idée. Mais coupable, bon, elle est peut-être une image de l'analyste qui invite à se dévoiler à ses propres yeux. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas son analyste, elle est sa compagne. Donc, c'est plus périlleux. Donc là, ce sont des êtres qui sont des êtres, vous dites, de notes et de mots qui racontent nos plus secrètes émotions. Et là encore, le retour à un stade premier, vous l'analysez toujours par rapport au langage. Cette importance de cette poche de son avec le nourrisson qui babille et la mère qui chante. Il y a toujours cet élément-là et le fait que ça soit toute une enveloppe de mots. Donc là, on est au début peut-être de cette importance du jeu qui, j'ai l'impression, s'insinue de plus en plus dans le texte, jusqu'à aboutir à cette trilogie familiale, Comment j'ai vidé la maison de mes parents, donc en 2004, Lettres d'amour en héritage en 2006, et puis Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils en 2009.
Alors, à chaque fois, ce sont des livres qui sont liés à des épreuves, à des séparations que vous connaissez, mais que nous connaissons tous, puisque d'un côté, c'est la mort des parents, de l'autre côté, les enfants qui deviennent adultes et puis qui quittent la maison familiale. Donc, est-ce que c'est véritablement un tournant dans votre œuvre? Est-ce que l'œuvre devient plus personnelle, plus intime à ce moment-là? Enfin, d'une façon explicitement intime, oui. Je pense que mon cheminement, j'ai écrit 2 livres sur Freud. Il y a beaucoup de choses intimes parce que je l'interroge sur sa judéité, je l'interroge sur son rapport à l'écriture, etc. Et ce sont aussi mes questions, évidemment. Le projet du Casanova était initialement que serait une femme qui serait Casanova. Est-ce que Casanova avait une sœur? Alors en effet, Casanova a eu une sœur qui était danseuse. C'est par sa famille que le manuscrit est arrivé au public. Mais bon, il avait écrit 3000 pages tellement fascinantes que voilà, j'étais happée par l'œuvre du frère. Mais au moment du deuil de mes parents et donc de la disparition de ma mère après celle de mon père, je pense que le deuil, la séparation, les maladies, les moments où on est fragile dans la vie sont des moments qui peuvent être aussi créateurs. Et le deuil est certainement une expérience commune que chacun peut vivre comme aussi la revanche de la vie sur la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on n'ose pas parler parce qu'on est souvent accablé au moment de la disparition de proches et de ses parents en particulier qui nous donnent la vie. Et il y a pourtant, je crois, dans un coin de ce que nous ressentons, comme une sorte de triomphe qui est « ils sont morts, je suis vivant » ou « je suis vivante ». C'est difficile à exprimer, mais ce que l'on fait après l'enterrement, ce moment où on boit, on mange, on partage des souvenirs, etc., c'est quand même les vivants qui mangent ensemble, qui évoquent les morts, mais qui ne sont pas eux morts. Et c'est très difficile à exprimer parce que, voilà, on est censé n'avoir que des sentiments de tristesse, de chagrin, ce qu'on a, bien sûr, mais ils sont assortis de beaucoup d'autres émotions qu'on est censé taire à ce moment-là. Et c'est assez curieux, parce que l'histoire de ce livre, parce qu'en effet, il y a eu une réception tout à fait inattendue pour moi, énorme, en langue française et dans toutes les langues du monde. C'est très surprenant. J'ai été traduite en japonais, en chinois, en coréen, en basque, enfin, bon, y compris donc dans ces langues et ces alphabets que je ne connais pas, donc je suis complètement perdue quand je reçois un exemplaire. Mais bien sûr, c'est un thème universel. Alors, j'avais beaucoup lu sur le deuil, parce que les analystes ont beaucoup écrit sur le deuil, mais pas précisément sur cette étrange expérience très concrète du deuil qui consiste à aller fouiller dans les affaires de ses parents, à vider l'appartement, la maison, à aller voir dans le grenier, dans les poches, dans les sacs, enfin, tous les lieux qui nous étaient interdits quand on était petit. Donc, ça remue ce que j'ai appelé l'orage émotionnel, ça remue plein de sentiments, de sensations. Bon, alors, ce qui est singulier pour moi, je suis fille unique, mais j'ai rencontré dans des librairies ou dans des manifestations littéraires beaucoup de gens qui m'ont raconté comment ils faisaient dans leur fratrie. Souvent, c'est une des personnes de la fratrie qui s'occupe de vider. Et puis, dans certaines fratries, ça se passe bien. Dans d'autres, tous les conflits émergent, éclatent. On se dispute autour d'un buffet ou d'objets qui... Et puis, c'est le retour de
tous les sentiments de l'enfance. Est-ce que l'autre était préféré ou pas? Et donc, c'est un moment très fort. Et je vais vous faire une confidence, mais comme écrivain, j'ai écrit plutôt ça dans... Je fais ce geste-là parce que j'essayais de me mettre à l'abri. J'avais l'impression que c'était extrêmement indécent de parler de ça. Je me sentais pas vraiment autorisée. J'avais presque l'impression que c'était honteux d'oser dire que on passait par toutes sortes de sentiments, parce que ce qui est dit, c'est la tristesse. Et puis maintenant, quand je me déplace, j'arrive quelque part et très souvent, ça m'arrive de voir en face de moi quelqu'un qui s'approche et puis je vois son visage qui s'allonge. Ça peut être une fête, un moment joyeux, puis quelqu'un arrive, et... pas au bord des larmes, mais comme ça, avec un visage de circonstance, comme au cimetière, pour me dire « Ah, je viens de terminer votre livre, etc. » Et je sais que les gens vont me parler de leur deuil, de leur intimité, parce qu'au fond, si vous voulez, quand vous prenez le risque de raconter votre intimité, en échange, les lecteurs, les lectrices vous racontent la leur, bien sûr. C'est une invitation, c'est un miroir. C'est la phrase de Proust qui dit qu'il tend un miroir à son lecteur et que chaque lecteur, chaque lectrice réécrit le livre, se l'approprie pour soi-même. Et c'est d'ailleurs formidable que ce soit comme ça. Mais... comme vous le soulignez, je suis liée à tout ça, mais le prochain livre, il sera joyeux. Mais en fait, il y a quand même dans cet ouvrage un salut par l'écriture. Même parler des objets entraîne quand même une... il y a quand même un salut. Est-ce que... la question qu'on se pose toujours, c'est finalement que peut la littérature par rapport à ces moments de cassure? Et finalement, ces objets familiaux dont vous parlez abondamment, et finalement que vous évoquez de manière transgressive, hein, parce que souvent on parle du deuil, mais pas tellement des objets qui disent le deuil. Est-ce que c'est un moment aussi de retour sur les origines, obligatoirement? Oui, bien sûr, parce que le plus étrange, c'était de retrouver mon enfance. Parce que mes parents avaient gardé des dessins maladroits quand j'avais 3-4 ans, les objets que les maîtresses ou les maîtres vous demandent de faire pour les fêtes des pères et des mères. Ils avaient gardé des trucs, enfin, c'était très très émouvant. Je n'imaginais pas que dans leur tiroir, près de leur lit, il y avait des choses de mon enfance. Alors ce qui était plus compliqué, c'était des lettres. Je leur ai écrit des lettres pendant mon adolescence et au début de mon âge adulte. Je m'en veux beaucoup, mais je les ai quasiment toutes jetées parce que je trouvais ça très difficile à retrouver. Mais oui, bien sûr, c'est l'enfance, puisque voilà, nos parents... C'est là où aussi on comprend que nos parents, on ne peut pas les connaître avant d'être nés. Bon, alors ça introduit le livre après Lettres d'amour en héritage. Oui. Et nos enfants, on ne pourra pas les connaître après notre mort. C'est-à-dire qu'on passe ensemble, à travers les familles, un moment. Et ça me fait penser à un thérapeute familial qui disait « Il n'y a que les frères et sœurs qui ont le plus de chances de vivre le plus grand nombre d'années ensemble. » Voilà. Donc ça, c'est... comment les générations sont à cheval. Mais c'est une façon aussi de revenir sur vos origines et aussi sur la représentation des parents, de la mère aussi, du traumatisme aussi, puisqu'elle a été internée à Auschwitz. Et aussi, vous dites que c'est peut-être elle était couturière, elle avait une forte personnalité, et vous dites à un moment que c'est peut-être par ce biais-là que ça vous a donné envie d'écrire, dans la mesure où est-ce que écrire, c'est pas un lien comme ça avec la couture, avec la... Oui, alors l'écriture est liée à beaucoup de choses. Il peut y avoir un lien avec la couture. Je pense que secrètement, ma mère avait sûrement envie d'écrire parce qu'elle
Elle a laissé énormément de journaux intimes, mais aussi le journal. Elle a fait les plans de la maison que j'ai vidée. C'est elle qui en liaison avec un architecte, a fait les plans. Elle a tenu le journal de la construction de la maison. Elle a tenu le journal pendant des voyages. Enfin, bon, elle écrivait quand même, finalement, je me rends compte, tout le temps. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la réception sociale. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin d'autorisation. Donc, je crois que c'est pour ça que Comment j'ai vidé la maison de mes parents a eu une grande audience, parce que les gens se sont autorisés, grâce à un livre public, à vivre des sentiments privés. Et à propos de ma mère, ce que j'ai découvert très récemment, c'est que je savais qu'elle était résistante. Elle était rentrée dans la résistance à Grenoble, elle a été arrêtée et dénoncée ensuite comme juive. Mais ce passé de résistante n'occupait pas tellement de place dans mon imaginaire et dans mon image de ma mère. Mais aujourd'hui, il y a des lieux où on s'intéresse beaucoup à la résistance, et en particulier à la résistance des femmes, ce qui est assez nouveau. Et sur le coup, comme il y a des gens qui s'y intéressent, on m'a dit, tiens, mais est-ce que vous avez des documents? Alors très très récemment, ces derniers mois, je me suis mise à chercher dans les archives qui me restent s'il n'y a pas des papiers sur la manière dont ma mère a vécu la résistance. J'étais en contact avec d'autres enfants de résistants et de résistantes, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la littérature, elle a aussi un rôle dans le sens où elle permet à certains moments de s'intéresser à certaines choses, même de notre vie la plus intime. Parce que sinon, ça reste un peu dans les limbes. Donc, c'est qu'au fond, les écrivains ou les chercheurs ont une responsabilité, parce qu'en amenant certains thèmes dans l'espace public, ils autorisent des voix nouvelles. Et par le biais de questions aussi, oui. Souvent vos livres sont vraiment pleins de questions et de questionnements comme celui-là. Et dans Lettres d'amour en héritage, donc là, qui est paru en 2006, donc c'est en vidant la maison de vos parents que vous avez trouvé ces correspondances. Et c'était une grande correspondance. Oui, alors je savais qu'elle existait. Mes parents en étaient fiers. Ils s'étaient rencontrés. Donc ma mère, comme j'ai dit, elle a été déportée à Auschwitz et elle a été libérée. Et elle avait une tuberculose gravissime. Elle était dans les hôpitaux pendant 1 an à Paris. On n'arrivait pas à la soigner. On l'a envoyée en Suisse, comme ça se faisait évidemment beaucoup, dans un sanatorium où elle a croisé mon père qui venait rendre visite par hasard à sa voisine de chambre, une dénommée Olga, voilà. Alors ils se sont rencontrés une après-midi et ils partaient pour l'Italie et il lui a promis de lui envoyer des cartes postales. Il a tenu promesse et les cartes postales se sont transformées en une correspondance qu'ils ont tenue pendant 3 ans. Et ça représente entre 700 et 800 lettres. Donc finalement, ils se sont rencontrés à travers leurs échanges épistolaires. Et peut-être que moi aussi, je suis quasiment née de cette écriture mutuelle. À l'époque, c'était fascinant. Il y avait plusieurs levées et plusieurs tournées de facteurs. Donc, s'il n'y avait pas eu une lettre le matin, on attendait la tournée de l'après-midi. Et puis, la lettre, c'était comme un lien, parce que mon père, à ce moment-là, vivait à Bruxelles, donc ma mère se trouve à Lézin. Il y a 1000 kilomètres entre eux. C'est très, très compliqué de passer les frontières. Ce qu'on revoit aujourd'hui, malheureusement, il fallait des tas de visas pour traverser la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse, donc ils ne se voyaient quasiment jamais, mais ils s'écrivaient. Et leurs lettres sont aussi comme des petites valises, c'est-à-dire qu'ils y rajoutent, ils découpent dans un journal la mention d'un concert qu'ils ont entendu, ou un petit bout de tissu, enfin une photo, une fleur, un trèfle à 4 heures, enfin toutes sortes de choses. Et
c'est très très émouvant, évidemment, parce qu'elles sont intactes, ces lettres. On a le sentiment elles auraient pu être écrites aujourd'hui. Donc c'était très, très émouvant de les découvrir et de faire la connaissance de ces deux jeunes gens qui... Mais pourquoi les publier? C'est un document sociologique aussi, dans le fond. Alors pourquoi les publier? Bon, là aussi, les gens étaient très, très mécontents avec moi. Les premiers à qui j'en ai parlé autour de moi m'ont dit « mais enfin, c'est extrêmement indiscret », sur le mode « on ne va pas dans la chambre des parents ». Bon, alors il faut dire que mes parents avaient une correspondance très pudique. Donc déjà, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais refermé et puis c'était terminé. Ils se racontent, et c'est un témoignage des années de l'après-guerre, de leur enfance à l'un et l'autre, de certaines évocations des camps par ma mère. C'est sociologique, comme toutes les lettres. D'ailleurs, il y a un lieu, il y a un village qui rassemble, à travers Philippe Lejeune, une association de l'autobiographie qui rassemble tous ces documents privés, et on voit bien que dans les familles, il y a beaucoup de documents, j'ai appelé ça la littérature de grenier, qui est très précieuse. Ce sont des lettres de jeunes fiancés, l'un est parti à la guerre, raconte ce qui se passe dans les tranchées à sa fiancée. Enfin, il y a des journaux intimes, il y a beaucoup de documents privés qui sont le reflet de la grande histoire et qui sont très précieux à ce titre-là. Alors bien sûr, mes parents n'étaient pas de grands artistes, ce qu'ils auraient sûrement aimé être, mais ce n'était pas le cas, donc je n'ai pas publié leur correspondance en tant que telle. J'ai fait des choix et j'en ai publié que de petits extraits, dans la mesure où il y a 3 personnages en fait dans le livre. Il y a Jacqueline, Boris et la narratrice qui est leur fille et qui se pose des questions sur le rapport aux parents quand on n'était pas là, avant d'être là. et de quel amour on est né, de quelles circonstances, voilà toutes les questions qu'on peut se poser sur ce qui a précédé notre vie. Oui, c'est ce que un moment, mais c'est dans le livre suivant où vous citez Proust quand il dit mon livre, grâce auquel finalement je fournirais aux lecteurs le moyen de lire en eux-mêmes. Mais en fait, c'est ça aussi peut-être un des intérêts du livre aussi. Oui, c'est ce qu'on me renvoie encore une fois quand je rencontre des lecteurs, des lectrices dans des manifestations comme celle-ci, puis les gens m'écrivent ou m'envoient des mails ou plus, parfois pour comment j'ai vidé la maison de mes parents. C'est assez extraordinaire. J'ai reçu des films, des photos, des poèmes, la photo de l'appartement vidé où on voit la trace des cadres enlevés sur le papier peint. Il y a là aussi tout un monde, c'est-à-dire les gens se reconnaissent et s'autorisent. Bon, j'écris, mais je lis, évidemment. Que tous les écrivains, je pense, sont des très très grands lecteurs. Moi, depuis que je suis née, ou à peu près, depuis qu'on me lit des livres avant de pouvoir en lire, la littérature, la fiction, ça a été fondamental. Je trouve que, heureusement que ça existe, les arts, parce que sinon, vraiment, la vie, elle est souvent très très dure. Dans Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils, donc c'est un texte de 2009, le point de départ, là encore, c'est une situation quotidienne, puisque c'est la fille qui va quitter la maison de ses parents pour faire ses études en Angleterre. Et à un moment dans le livre, vous dites que vous faites un lapsus, comment je me suis séparée de ma vie. Et c'est l'occasion de faire le point, apparemment, à ce moment-là, sur toute une série de questions sur le rapport mère-fille, qui est quand même un élément central, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Et puis aussi, on retrouve ce thème du rapport mère-enfant. Vous dites, après son lait, elle offre sa langue. Et je trouve que c'est une phrase réduite, très courte, et qui est un bon résumé de tout ça. Alors bien sûr, c'est aussi un questionnement sur l'identité et sur la transmission. Et sur la transmission, alors ma question c'est finalement,
là encore, la question, c'était aussi une question dans les ouvrages précédents, mais qu'est-ce que l'héritage, qu'est-ce que le legs, qu'est-ce que la transmission? Et ça, c'est vraiment une question aussi qu'on se pose tous. Oui. En vous écoutant, je me disais, il y a aussi une grande importance de l'édition et des éditeurs dont on n'a pas parlé. Donc, la vie quotidienne, c'était au fond une commande. L'homme Freud, non. Le Casanova, non plus. Comment j'ai vidé la maison de mes parents, c'est né de la situation, mais je n'avais pas mis de point final au livre. Et il y a en effet pas de point. Ça a été une bagarre pour que les correcteurs ne me remettent pas le point. Et dans une librairie, ça c'est une lecture, c'est pas l'éditeur, mais un libraire m'a dit, mais s'il n'y a pas de point, c'est que vous allez poursuivre. Je me suis dit au moment même, il est fou, j'ai tout dit, il n'y a rien à dire. Et donc ça cheminait, et les lettres d'amour en héritage commencent par « je n'avais pas mis de point final » pour relier au livre précédent. Et à ce moment-là, après les lettres d'amour, j'ai pensé, d'ailleurs je vois au cimetière 2 lapins que j'imagine être mes parents, alors qu'après le premier enterrement, j'avais vu un lapin. Et ça, c'est le lapin d'Alice, qui est là depuis très longtemps, un vrai lapin, qui courait. Mais à ce moment-là, je pense que j'en ai terminé. Et j'ai envie d'écrire un livre sur les contes de fées. Et je ramasse beaucoup de notes, de lectures. Je pense aussi au labyrinthe. J'hésite entre le labyrinthe, qui est aussi une image de conte, et bien sûr d'apprentissage, de transmission. Enfin, tous ces thèmes sont là. Et c'est une éditrice, alors que je raconte que ma fille va partir et que ça me tracasse, qui me dit « mais pourquoi pas raconter ça ?» Donc là, je quitte un peu ce qui aurait été un livre un petit peu plus distant pour raconter la même chose, sans doute. Et je pars sur, voilà, qu'est-ce que c'est d'avoir vos parents qui vous quittent par la mort et vos enfants qui vous quittent par la vie, normalement. Avec quand même un conte qui me soutient dans cette aventure, c'est La petite Alice de Alice au Pays des Merveilles. Il se fait que ma fille va à Oxford pour 1 an. Évidemment, il y a le culte de Lewis Carroll et de tous ces personnages dans la ville d'Oxford. Il y a une petite boutique qui lui est dédiée. J'achète toutes sortes d'objets là qui serviront après pour des photos. Et je commence chacun des chapitres de comment je me suis séparée de ma fille, de mon quasi-fils, par une double citation d'Alice au Pays des Merveilles en français et en anglais, pour donner aussi ce sentiment, voilà, d'une étrangeté, parce que ma fille, voilà, elle me fait vivre quelque chose de nouveau, et aussi elle est en Angleterre, et donc elle est dans une autre langue. Et le passage du lait à la langue, c'est vrai qu'on dit la langue maternelle, parce que ce sont les mères qui nomment les choses, les sentiments pour les enfants. Donc elles donnent leur lait, mais elles donnent aussi leur langue. C'est pas rien. On efface souvent ça, parce que la langue, après, c'est plutôt du côté masculin, mais à l'origine, c'est souvent du côté féminin aussi. Et moi, j'ai bien aimé, à un moment où il fallait commencer à quitter mes parents, partir dans le domaine anglophone. J'étais très heureuse en Angleterre et aux États-Unis d'habiter une autre langue qui n'était pas la langue de mes parents. Donc ça avait un effet aussi. Donc j'ai imaginé pour ma fille que voilà, que c'était peut-être une chance. Ça a été peut-être vécu tout à fait autrement par elle. Je ne sais pas. Elle m'a souvent dit d'ailleurs, enfin tu racontes très mal tout ça. Je lui dis bon, ben, peut-être un jour toi tu racontes. Mais évidemment, ça pose toutes les questions du rapport mère-fille. Alors c'était des questions que je m'étais posées par rapport à ma mère. Là, sur le coup, comme mère, je dois me les poser par rapport à ma fille.
Et les mères ont souvent, dans la littérature, dans la vie, bon, c'est des personnages qui occupent souvent beaucoup de place, c'est trop, dont on se défait pas toujours facilement. Et c'est sûr que La Reine de la Nuit et Pamina étaient des images formidables, mythiques d'une mère. La Reine de la Nuit, elle est terrifiante, enfin, avec ses vocalises qui montent de plus en plus haut. Et puis, qu'est-ce qu'elle demande à sa fille Pamina? Et on peut imaginer, c'est pas très clair, mais que peut-être Zarastro est le père de Pamina. Et donc, la Reine de la Nuit a eu une histoire avec Zarastro, et elle demande à sa fille de tuer Zarastro, de tuer le père. Mais c'est aussi l'image de la lune et du soleil. Enfin, c'est des images, des grandes images mythiques. Et Pamina, la fille, qui a une histoire d'amour qui l'entraîne vers le père, et avec son fiancé, bah, c'est sûr qu'elle n'a pas envie de le tuer. Mais sa mère lui tend un poignard, une épée pour commettre un meurtre, et au fond un parricide. Donc l'image de la mère est quand même voilà, très meurtrière, très violente, très intrusive. Et j'ai toujours trouvé que le passage où Pamina chante son désespoir et préfère mourir que de tuer le héros, Zarastro, était terriblement poignant. Donc voilà, c'est tous ces sentiments-là. C'est pas donc devenir soi-même un parent, c'est pas simple. Alors on en a envie, mais pas nécessairement du côté de ce personnage effrayant, mortifère, dangereux, intrusif. Alors c'est drôle parce que je lisais récemment un article dans Le Monde, peut-être d'hier ou d'avant-hier, un psychanalyste qui réfléchissait à ce qui se passe malheureusement maintenant avec ces jeunes qui partent et qui veulent devenir des terroristes. Et pour qualifier le père et la mère, enfin, d'une façon générale, il disait souvent les pères sont ou absents ou violents et les mères sont ou intrusives ou déprimées. Je me disais, aïe, 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 quel tableau! Alors c'est sûr qu'on a envie d'échapper à ces grandes catégories. Et par rapport à ça aussi, l'idée qui était mise dans le texte, c'est aussi une réflexion sur comment écrire tout ça. Comment l'écrire et comment inventer une autre forme. Et cette hybridité de la forme, on la trouve bien avec chacune des citations de Lewis Carroll à chacun des chapitres. Et en fait, l'idée, vous dites, il faudrait écrire finalement un roman qui ne serait pas une fiction, une vérité, qui serait de la littérature. Et en fait, cette forme nouvelle, j'ai l'impression vers laquelle vous vous acheminez dans La Reine Alice, qui pour moi est quand même une sorte de couronnement. Peut-être je me trompe, mais ça a l'air d'être un couronnement par rapport à toutes les quêtes de forme, formelles précédentes. Et il y a un pont, me semble-t-il, vraiment entre cette Alice-là, qui apparaît comme ça en filigrane, et puis La Reine Alice de l'ouvrage suivant. C'est pas celui-là que je voudrais. Ah, pourquoi ils me font ça? Ah oui, ça, j'aime pas du tout la technique, parce que... Alors peut-être je vais raconter pendant ce temps. Raconter, parce que je voulais vous montrer... Oui, allez-y. Donc, je publie Comment je me suis séparée de ma fille, de mon quasi-fils, en février 2009. Mais entre-temps, l'été 2008, mon livre est quasi fini et je découvre une petite boule sous le doigt en essayant des robes d'été devant le miroir. Et voilà, bon, je traverse opération, chimiothérapie, radiothérapie, dont j'ai pas du tout envie de parler, dont j'imagine à ce moment-là que je n'écrirai jamais rien. Par contre, surgit le désir de faire des photographies, et des photographies très singulières
d'une part des autoportraits déguisés et d'autre part des compositions avec des objets. Bon, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas dans une forme olympique, et donc c'est souvent des objets qui se trouvent à portée de la main, pas loin du lit. Et je commence à les poster sur un blog depuis août 2008 jusqu'à février 2009, avec à chaque fois un titre qui est de moi, mais une citation littéraire qui n'est pas de moi, ou quasiment jamais. La première, c'est Henry James, c'est Diderot, c'est Proust, Balzac, Kafka, Nietzsche, enfin voilà, les plus grands. Parce que je trouve absolument insupportable pendant ces 8-9 mois, quasiment une année, d'être improductive, avec des journées qui n'en finissent pas, qui sont lourdes, qui sont pénibles. Et je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai envie de transformer cette douleur en une forme de beauté. Et chaque jour où j'arrive avec un tout petit appareil photo numérique, à prendre une photo qui est assez narrative, mais métaphorique, qui raconte quelque chose de ce que je vis, avec cette phrase, cette citation littéraire, j'ai le sentiment que ma journée n'est pas perdue, que j'ai fait quelque chose. Et je n'imagine absolument pas, pendant ces mois-là, que ça va donner lieu plus tard à une reprise à travers le roman de la Reine Alice. Non, vraiment pas. J'ai le sentiment que c'est né comme ça et que ça va s'arrêter comme ça commence. Et ce qui est vraiment intéressant et singulier, c'est effectivement cette genèse de ce texte, La Reine Alice, par le biais de ses compositions photographiques. Alors là, que vous postiez sur un blog, et ce blog est toujours sur votre blog actuellement, on le trouve en archive, et donc il y a quelques photos qu'on peut, donc là, à chaque fois, comme vous le disiez, il y a une photo et puis il y a une citation. Et là, cette première photo, enfin cette photo-là, parmi de nombreuses. Hein. Bon. En fait, je tenais un blog parce que quand les blogs ont commencé, je suis un peu furteuse et curieuse du numérique, donc je tenais un blog littéraire. Et puis voilà, j'ai détourné mon blog pour me mettre à poster ces photographies. Et celle-là, avec la bête dans la jungle, cette citation est intéressante parce que c'est ainsi que vous allez définir le cancer au début finalement, dans le texte de la Reine Alice. Et là, le contraste aussi est intéressant. Le jour où l'annonce m'a été faite de ce qui m'attendait, en fait, c'est pas tout à fait exact. C'était après la biopsie. C'était l'attente, l'horrible attente des résultats. Il fait affreusement chaud et je me promène dans la ville. Et j'ai envie de m'offrir un cadeau, m'offrir quelque chose qui va me faire du bien. Et je trouve ces assiettes et ces verres en plastique dans un magasin pour enfants. Et c'est pour faire un pique-nique un peu joyeux. Et je m'offre ça comme... Parce que je crois profondément que les couleurs donnent de l'énergie. Et aussi l'enfance. Je crois beaucoup au fait que l'enfance en nous donne des forces toute la vie. Et donc voilà, c'est ça. La photo, sinon, est sans intérêt, mais c'était une des premières. Elle est pas... Si, moi je trouve qu'elle est belle quand même dans son. Si, moi je la trouve intéressante dans son contraste entre finalement la joie et puis la citation avec la bête dans la jungle et dans l'intrusion. Oui. Je trouve que c'est une belle photo. Et dans donc voilà, mais j'ai l'impression qu'après je peux pas les. Voilà. Donc il y a cette photo là aussi. Donc toujours postée sur votre blog, dans la jeunesse. Oui, il y a la date. 6 octobre 2008.
Oui, ce qui est assez intéressant, c'est en fait un journal, si vous voulez, un journal. Bon, après, il y a un livre qui est né de ces photographies et des expositions. Alors, le livre s'appelle Le journal implicite parce que c'était un journal implicite, parce qu'à aucun moment, sauf des gens très proches, ne savaient ce que je disais en postant ces photos et ces textes. J'avais d'ailleurs oublié, parce que moi j'ai oublié une partie des photos, parce que on a fait un choix ensuite pour le livre qui a été publié à La Martinière et puis qui a donné lieu à des expositions, d'abord à l'IMEC, où j'ai lu intégralement La Reine Alice au moment de sa sortie en 2011, et où il y a eu donc une première exposition, et puis à Bruxelles, puis à Berlin, et puis là maintenant, au printemps, c'était à la Maison européenne de la photographie, ce qui était quand même une très grande reconnaissance, mais j'ai fait beaucoup d'autres photos depuis. Et donc la première série, c'est ce que j'ai appelé après l'atelier de la Reine Alice, mais j'ai fait des photographies autour des archives de mes parents, donc plutôt les lettres d'amour en héritage, et j'ai fait une série avec des clés sur un échiquier dans un vieux palace à Sils. Alors voilà, Sils était là déjà avec Nietzsche. Et des photos sur le temps, parce que c'est quand même une grande préoccupation aussi, à partir d'un mètre ruban qui fait des courbes, parce que voilà, je pense qu'on vit toutes sortes de moments en même temps et on repart vers le passé ou l'avenir à certains moments du présent. Et donc cette photo-là, ben voilà, je sais pas, j'avais reçu ces étranges lunettes qui me font penser, enfin je sais pas, c'est des hasards souvent de lecture, d'objets personnels, et puis je cherche une citation de Nietzsche qui me donne de la force. Et alors, je vous montre celle-ci. Est-ce que ça... Oui. Voilà. Alors, celle-ci, avec ce titre, là, on a quand même en substance déjà toute la Reine Alice. Esquive. Oui, la Reine Alice. Alors, à ce moment-là, il y a quelqu'un au seuil qui, très finement, me propose de faire un beau livre illustré des femmes enturbanées dans l'histoire de la peinture. Et elle m'envoie un énorme dossier avec des dizaines et des dizaines de femmes au turban dans la peinture occidentale. Et j'ai le sentiment que ce sont des sœurs. Alors bien sûr, elles n'ont pas des turbans pour les mêmes raisons que moi, mais je les sens comme des femmes puissantes qui m'accompagnent et donc je plie toutes ces photos. Toutes ces photos ont été faites toujours très très rapidement. C'est un peu comme une association inconsciente en partie. Et j'en prends 2-3 clichés très très peu. Parce que je suis dans l'urgence et je veux ce jour-là poster. Donc il n'y a pas de latence, quoi. C'est l'immédiat. Je pose la loupe parce que, bon, je me sens quand même un peu sous les microscopes et j'ai l'impression que tout est démesuré dans les sensations et les sentiments. Alors ce qui est assez drôle, ce sont toutes les petites couvertures de livres. C'est la maison Gallimard qui a très longtemps offert à quelques personnes une boîte avec des miniatures en chocolat recouvertes de couvertures de livres. Donc, alors, il est arrivé une chose assez étrange parce que j'avais déposé ça sur un meuble. Et il y a une souris qui passait par là, qui a mangé tous les chocolats, mais qui m'a laissé les couvertures avec les enveloppes de petits chocolats. Et ça rappelle un peu, enfin bon, c'est l'idée de trouver de la force dans la peinture, dans la littérature. Et sur la droite, il y a un renforçateur d'ongles que l'on m'a offert à l'hôpital au moment d'une des chimiothérapies pour protéger les ongles. Bon.
Bon, il y a tout ça, mais sous-entendu. Là, voyage autour de ma chambre, c'est toujours dans le blog, hein, c'est au 29 octobre, et avec une citation, l'imagination lui semblait pouvoir aisément suppléer à la vulgaire réalité des faits. Et en fait, ce conte d'Alice, pourquoi finalement avoir choisi un conte? On n'est pas du tout dans une autopatographie, hein, on est avec la reine Alice. Et on voit qu'à chaque fois, il y a une distance, et la distance apparaît au sein de la citation là. Et pourquoi ces photos? Ça, c'est en réalité, ça, là, c'est vraiment du direct, hein, parce que j'ai fait une infection sévère, comme disent les médecins, et je me retrouve 3 semaines dans un aquarium. Avec les blouses jaunes, les masques, enfin, chaque fois que quelqu'un rentre dans ma chambre, il doit se déguiser. Et j'essaye de garder mon humour, mais bon, c'est pas évident. Et ça correspond, après, 1 an plus tard, quand j'écris La Reine Alice, ça correspond au chapitre qui s'appelle « Le labyrinthe des agitations vaines ». Alors, le labyrinthe des agitations vaines, c'est une métaphore de l'hôpital. Ça a été assez dur et violent parce que je ne devais pas être très loin de la fin des haricots et on ne découvrait pas ce que j'avais. Donc c'était une fameuse histoire. Et donc dans le livre après, je parle de l'impuissance comme d'une force. Je crois que quand on est... quand on n'a plus qu'un très fin fil qui vous relie à la vie, où on coule, où on y tient comme à la quintessence de soi, quand il n'y a presque plus de soi, ça devient une espèce de force, je sais pas, comme une bombe atomique, quoi, quelque chose de minuscule qui a une puissance gigantesque. Et c'est un matin, je me réveille, il est 6 heures du matin, et je me dis, je suis coincée dans ce lit, et je me dis, mais est-ce que j'arriverai à sortir du lit, à me tenir sur mes jambes et à arriver jusqu'au bord de la fenêtre où il y avait une espèce de nature morte que quelqu'un m'avait apportée, de quelques fruits, de quelques feuilles. Parce que je trouvais très très dur d'être coupée de la nature dans cette chambre d'hôpital. C'était l'automne et j'avais envie de me connecter à la vie, même aux feuilles qui tombent, mais c'est la vie, les feuilles qui tombent. J'avais besoin qu'on m'apporte quelque chose pas un joli bouquet d'un fleuriste, mais la vraie nature, quoi, un petit peu de nature. Donc, et ça se trouve à côté d'un stéthoscope oublié par un médecin qui prend une forme. J'y ai pas touché. Elle a pris cette forme et c'était magnifique. Et c'était aussi une victoire d'arriver à sortir du lit, à faire 3 pas, vacillante, appuyer sur un bouton et à revenir dans le lit sans se casser la figure et alerter tout le monde. Dans le livre, c'est la photo du bas qui est reprise, parce que la photo du dessus est beaucoup trop explicite pour moi, parce qu'on y voit le drap. C'est une photo que j'ai prise dans mon lit sur moi. Ouais. Donc je n'avais pas trop envie de... Voilà. Oui, mais au niveau de la jeunesse du texte, mais au niveau la première photo est intéressante. Oui, évidemment. Ah, oui. Alors voilà, donc cette photo qui s'appelle 5 et on trouve le docteur House qui est... J'ai transformé en Home après dans le livre pour pas... Voilà, 5 parce que c'était la 5e chimio. Et j'avais un jeu de cartes de tarot. Alors c'est très étrange parce que Freud, il jouait au tarot chaque semaine avec ses amis médecins. Mais le tarot était un jeu de cartes très populaire à Vienne
qui n'avait pas l'aspect de prédication des tarots comme on l'entend. Mais là, je joue un peu sur le tarot, évidemment, aussi comme manière de questionner l'avenir. Est-ce que ça va bien se passer ou non? Et à ce moment-là, mon monde se réduit quand même beaucoup. Je n'arrive plus à lire. Par contre, j'arrive à regarder des épisodes du Dr House, qui est ce médecin, j'imagine certains d'entre vous ont vu cette série, et ce médecin cynique, mais très doué quand même pour les diagnostics. Et il y a des images assez... Enfin, médicalement, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais quand on est patient, c'est assez rude, ça vous bouscule un peu. Mais en même temps, bon, voilà, c'était aussi une manière de se moquer de soi, de garder son humour. Et dans l'Arène Alice, le docteur donne comme remède une page de Proust à lire. Oui. Bon, alors après, donc si vous voulez, pendant tout ce blog, donc j'essaye de traverser les traitements avec le maximum d'humour et d'autodérision, puisque je fais aussi des autoportraits à partir, non pas d'un appareil photo, mais du logiciel Photobooth qui est dans l'ordinateur. Alors je me déguise, je tire la langue, je mets des couronnes de lierre sur la tête, des post-it, enfin voilà. J'essaye de tourner tout ça un petit peu à la farce, alors qu'évidemment ça ne l'est pas, mais pour me donner du courage. Et je prends ces images. Et tout ça, c'est toujours dans la recherche d'une distance. Parce que si on se prend au sérieux dans ces moments-là, alors c'est la cata. Donc, j'essaye de garder cette distance. Et quand ensuite, je me dis, mais j'ai quand même envie d'écrire un livre pour raconter cette expérience, mais vraiment pas comme les centaines, les milliers de livres qui ont été faits sur le cancer, où en général c'est très direct, c'est très frontal. Je me dis, il faut faire autre chose, sinon c'est sans intérêt. Alors cette autre chose, je pense qu'il me faut un alter ego, qui est un personnage de conte. Alors il y a beaucoup de gens, c'était très curieux, il y a des journalistes qui m'ont dit, mais enfin, vous allez dérouter vos lecteurs parce que dans votre trilogie, vous dites « je », vous parlez de votre famille, etc. Et là, Alice, elle n'a pas de famille. Quand on est malade, bien sûr, il y a des proches, mais c'est très à vous très violemment que ça arrive, quoi. Donc, dans les contes de fées, donc je vous ai dit, les contes de fées, c'était quelque chose qui m'intéressait. Le héros ou l'héroïne, c'est souvent un enfant, même un enfant orphelin, hein, comme le Harry Potter, c'est un enfant orphelin à qui il arrive des choses qui sont des épreuves et il doit se débrouiller seul avec l'aide, il combat des forces mauvaises avec l'aide parfois d'objets magiques et parfois de personnages magiques qui soutiennent sa démarche. Et donc, je trouvais que c'était une métaphore finalement assez exacte d'une épreuve humaine, ce passage par le conte. Qui permet plus de distance. Là, embarquement pour l'écriture, on voit quand même que progressivement, si au début vous n'arrivez pas à trouver les mots pour écrire ça, progressivement là, on voit au sein du blog cette... Oui, mais alors, parce que je suis un peu surprise, mais je regarde la date, c'est décembre 2008, donc ça correspond petit à petit à la fin de mes chimios avant les radiothérapies. Mais à ce moment-là, je termine comment je me suis séparée de ma fille, de mon quasi-fils. Donc je sais que ça va paraître en février, je dois être dans les épreuves ou à peu près. Donc tous ces stylos qui viennent d'une boîte trouvée dans la maison de mes parents, qui doivent être des stylos de mon père, je m'amuse à en faire des rames. C'est un tableau qui se trouve à Venise et il y a comme des oiseaux, mais ce sont des plumes sergent-major. Et
c'est l'idée de voilà que l'écriture aide à avancer, quoi. Mais c'est pas encore la Reine Alice. Non. C'est encore Oui. le précédent. Donc là, c'est ce qui a donné la couverture de la Reine Alice Oui. en livre de En poche. livre de poche. Vous pouvez peut-être le montrer parce que je préfère. Voilà, la Reine Alice. Avec, donc là, dans la jeunesse du texte, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a que la passion infinie de la vie. Finalement, c'est bien une définition de la Reine Alice, en fait. Mais vous voyez, quand je trouve, je cherche, en fait, je passe toute ma journée à trouver une phrase et à faire la composition. Et quand je trouve cette phrase de Fellini, je me dis, c'est quand même fabuleux. Les artistes nous donnent de la force, du courage. C'est formidable, cette phrase. Et là, les objets, j'ai reçu la boule de... Comment on appelle ça? Des élastiques. Des élastiques. Voilà. Et la boule d'élastique, ça a l'air d'une boule de nœud, quoi. On se dit, oh là là, tout ce qu'on a encore à résoudre. Donc j'en enlève quelques-uns en me disant, ça va peut-être... l'avenir est peut-être plus léger que là où on en est. Et là... Je perds mes mots, je deviens fatiguée. La latte, Oui. c'est vraiment une latte que je retrouve ce jour-là et qui appartient en droite litre à mon enfance. J'ai dû faire ça à l'école. Et le petit personnage, je l'avais. Et je m'identifie évidemment clairement à cette petite fille au cerceau qui est sur le chiffre 13 et qui se dit que la vie est difficile et qu'il faut courageusement aller de l'avant. Et aussi, ce jour-là, je me dis, tiens, pourquoi toutes les règles et les lattes ont 30 cm alors qu'il y a à peu près 30 jours. Et j'ai l'idée de, voilà, que c'est le temps aussi. Qui est un des personnages principaux Oui. du texte aussi. Oui. Donc ça, l'île au loin, c'est toujours dans le blog, avec cette citation de Kafka, Le château, car au fond, il l'obligeait à n'avoir de recours qu'en soi, il l'aidait à tenir ses forces concentrées. Et c'est un des maîtres mots de la Reine Alice, finalement, faire de l'impuissance une véritable puissance. Alors là, vous vous êtes donné, on a l'impression que ces photos, c'est comme une contrainte aussi. Est-ce que c'est, bon, tous ces petits mots avec le bateau? La contrainte, c'était de trouver à raconter, sans raconter, avec des objets quelconques, quoi, ce qu'on a chez soi. Alors il y a beaucoup de gens ont ça, un tableau magnétique où on laisse des petits mots à la famille, il y a des photos et tout. Et il y avait ces mots. Je crois que ça a été acheté en Angleterre dans une librairie. Ils vendent des petites boîtes avec des mots pour pouvoir retrouver des poèmes ou des choses comme ça. Ça vient de là. Et c'était donc des mots français dans une librairie anglaise. Et puis l'île au loin, c'est la guérison ou l'amélioration. C'est aussi un lieu de vacances qui m'est cher et c'est l'espoir que je vais arriver jusque-là. Et c'est une mer de mots. Et il y a une montre aussi. Donc, je ne sais pas si on comprend que dans le coin droit, en haut, c'est une curieuse montre transparente, qui est comme une boule de verre, et on voit les mécanismes, et on peut la porter en sautoir. Il y a beaucoup de montres dans mes photos, beaucoup de marques du temps, parce que... Dans Alice au Pays des Merveilles aussi. Bah oui. Et là, on arrive au 20 décembre 2008, sensible dans le tout et secret en chaque point, une citation. Et là, vous avez c'est ce qu'après vous réutiliserez pour le journal implicite, qui est la première de couverture du journal implicite. Alors, c'est
une des photos que je préfère, qui réunit beaucoup de choses, des objets du regard, de la vue, des loupes trouvées dans le secrétaire de ma mère, des jumelles de théâtre qui appartenaient à mon père, avec ses initiales. Quand j'étais petite, il ne voulait pas me les passer parce qu'il avait peur que je les abîme. Ce qu'il me disait d'ailleurs de son appareil photo aussi. Et l'œil, c'est un miroir acheté dans un musée à Londres. Donc c'est à la fois des choses autour du regard et du voir et du savoir, parce que je crois en Occident, le voir et le savoir vont ensemble. Et la pince, c'est une pince qui vient de l'hôpital. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais pour la petite anecdote, c'était très joli. Après l'opération, je devais retourner pour enlever les poches de liquide. Et j'arrive un jour avec un long collier qui se défait. Et je suis très triste, et alors je suis là en train d'essayer de renouer les... oui, je ne retrouve pas le mot, enfin les attaches. Oui. Et l'infirmière qui me soigne me dit « Ah, mais j'ai une pince pour vous, je peux réparer votre collier. » Alors je trouvais ça extraordinaire qu'on venait me réparer le corps et le collier. Ça me semblait comme si on ne réparait pas seulement mon corps donné à la science, mais aussi ma personne, ma subjectivité. Parce que le collier, c'est ça, c'était un objet personnel. Donc j'ai eu le sentiment que cette infirmière était comme une fée qui m'accueillait, pas seulement dans l'objectivité de la maladie, mais dans la subjectivité de la maladie et de la personne malade. Alors je lui ai dit « Ah, c'est génial si je pouvais avoir une pince comme ça pour réparer mes colliers quand ils se défont. » Et alors elle m'a dit « Je vous l'offre. » Et c'est un objet qui m'est très précieux et que j'ai posé là pour raconter tout ça sans le raconter. Est-ce qu'on ne doit pas un moment aussi? Oui. Donc là, on a cette première phase qui est la phase du blog. Ensuite, ce petit texte qui est sur un des carnets qui va donner lieu à une publication dans la montagne, qui est un avant-texte en fait de la reine Alice. Et ici, on a cette interaction, voilà, je voulais arriver à celle-là, à cette photo qui représente, qui est quand même un élément, là, on est au 8 juin, donc on est vraiment au moment de l'écriture. Non, pas encore. Pas encore. Mais disons, on a quitté les traitements sont terminés. Oui. C'est une photo que j'ai prise en plein air, pas loin d'ici, où je suis venue prendre un peu de soleil pour repartir d'un meilleur pied. Et c'est étonnant parce que la citation des Noces de Figaro, Cherubino va devenir un des personnages dans la Reine Alice. Donc en fait, les choses se construisent, je dirais, bon, bien sûr inconsciemment, ça de toute façon, mais aussi au bord de la conscience. Il y a toutes sortes de choses qui s'accumulent et qui vont à un moment donné se cristalliser et donner lieu à une œuvre construite, mais qui est parcourue par toutes sortes de rivières ou de ruisseaux souterrains qui, à un moment donné, se nouent. Et là, c'est un peu une image aussi des nœuds, des tresses. Et de la victoire aussi. Et de la victoire, quand même. de la liberté, du soleil. Oui. Donc là, c'est le moment de l'écriture. Pendant le moment de l'écriture, il y a aussi un certain nombre de photos qui continuent sur le blog. Et là, on a, je voudrais
Voilà. Là, on aboutit au plan finalement Ça part tout seul. Ah, pardon. Ah, ça c'est pas bien. Bon, ça fait rien. Oui, là, ça va aller. Oui, on va le laisser là. Ah oui, je ne peux pas le retirer. Voilà. Vous vouliez quoi? Je voulais ça. Oh, ça fait. Ah, Parce que... bon, ça fait rien. Non, si vous fermez, peut-être ça va tenir. Non? Ouais, mais j'arrive pas. Vous vouliez laquelle? Je voulais. Ah, je peux pas. Ouais. Non, ça le remet en automatique. Voilà. Voilà. Là, il y est. Donc là, on a exactement ce qui va être l'ouvrage. Les différentes, tout le schéma narratif du texte, toute la progression linéaire, oui. Mais que je fais en cours de route, parce que je ne fais jamais des plans. En fait, c'est très bizarre. Il y a beaucoup d'écrivains qui font des plans et qui suivent leurs plans. Moi, ça m'angoisse au maximum, parce que j'ai l'impression que je suis comme un peu ma propre secrétaire. Je déteste ça. Je voudrais être surprise par moi-même en cours de route, sinon ça ne m'amuse pas d'écrire. Bien sûr, j'ai un fil conducteur qui sont les photos postées sur le blog. Et donc, je connais des stations de l'histoire par la force des choses, puisque je veux quand même reprendre une part de réalité, mais que je fictionnalise, que je rends étrange, que je travestis, que je déguise, comme quand on rêve finalement. C'est un peu ça, c'est comme le travail du rêve, où c'est notre vie, mais condensée, déguisée, déplacée, métamorphosée. Et dans le schéma d'ailleurs, même dans la table des matières du texte, on voit bien comment c'est de l'autre côté de soi. Après, on a chimio 1, chimio 2, chimio 3, le labyrinthe des agitations vaines, chimio 5, 6, les 10 cobaltes, la forêt du pas à pas de la convalescence. Et on voit bien l'interaction entre le conte, qui est quand même une distance, et puis, cette réalité qui apparaît. Est-ce qu'il faut pas... Oui, je vais juste... voilà, juste peut-être celle-là. Alors, ça, c'est une image qui m'accompagne pendant l'été qui précède le début de l'écriture. C'est un tableau de Raphaël, qui est sans doute sa maîtresse. Et il y a eu toute une littérature médicale qui a imaginé que cette femme avait un cancer du sein. Alors, j'ai lu sur Internet, en français, en anglais, plein de choses. Je ne sais pas exactement pourquoi et comment. Un médecin a un jour imaginé que peut-être cette dame avait eu une tumeur. Et donc, elle est devenue porteuse, parce que dans La Reine Alice a une plume qui écrit toute seule et qui invente une histoire dans l'histoire entre ce tableau et un photographe qui vient regarder le tableau et qui se met en tête de sortir la Fornarina du tableau et de l'emmener à la science du XXIe siècle pour la sauver. Et donc tout ça était parti d'une recherche sur Internet qui racontait... Voilà, je ne sais pas du tout si les médecins se sont beaucoup amusés à imaginer. Je sais que pour les aveugles de Bruegel, on a essayé de retrouver quelles étaient les pathologies des différents personnages du tableau. Mais enfin là, voilà, c'est une dame qui m'a donné de la force et qui m'a accompagnée. Et il y a aussi une des coiffures, parce qu'il y a énormément de coiffures, il y a beaucoup de séries, de listes. Et là, la coiffure, c'est une des coiffures aussi qui apparaît. Donc finalement, pour écrire, vous dites à un moment, écrire, c'est un pari insensé, celui de séduire et celui de survivre. Oui, je pense que quand il y a une urgence, oui, c'est de cet ordre-là, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas un divertissement, quoi. C'est un engagement complet de soi, et pour un lecteur ou une lectrice imaginaire, pour qui aussi il y a quelque chose à sauver.
Bon, j'ai pas le temps, mais dans les questions peut-être que vous poserez, peut-être j'aurai l'occasion de raconter que arrive Sherazade dans le cours du récit, qui est en fait une autre patiente dont j'aimerais qu'elle soit sauvée. Je vous remercie. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions à cause de l'heure tardive. Donc si vous avez des questions, elles sont bienvenues.